Bienvenue, je m'appelle Brian Parker et je suis dirigeant technique. C'est un plaisir pour moi de vous organiser, de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire sur sur la prévention des défaillances mécaniques et techniques. Alors, tout ce qui a eu lieu, les ingénieurs et dans les entreprises du monde. Nous allons alors cette principale tendance en matière d'incidents mortels selon le rapport mondial sur la sécurité 2022 de l'IPAF a dit que ce sont les défaillances mécaniques et techniques la cause de ceci. Donc, il y aura 3 intervenants, directeur de la sécurité des produits Skyjack du point de vue des fabricants. Et après, nous allons voir la perspective des loueurs. Et donc, nous allons donner la bienvenue à Rob Cavaliere, qui est manager de sécurité et conformité de Mallift Moyen-Orient. Il est aussi membre du Comité international sur la sécurité. Et à la fin, nous allons voir la partie des entrepreneurs. Nous allons écouter Caroline Aslam, qui est directeur du QHSE, du groupe FCAP. Donc, nous avons plusieurs personnes, des 48 pays dans le monde. Vraiment, c'est une opportunité énorme pour nous être aujourd'hui. Donc, bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous toutes et tous. C'est un webinaire vraiment mondial. Je voudrais aussi remercier nos sponsors de ce webinaire, Hinowa et Gem1. Sans leur soutien, on n'aurait pas pu avoir ce webinaire. Eh bien, quelques petites informations. Le webinaire est live. On a une traduction simultanée en italien, espagnol, allemand, français, portugais, néerlandais, coréen et japonais. Et donc, est aussi enregistré. Et donc, sur le site web IPAF, dans les prochains jours, vous allez retrouver l'enregistrement. Vous aurez aussi l'opportunité de analyser et viewer les autres webinaires du passé. Donc, suite aux présentations aujourd'hui, nous aurons une session de questions et réponses. C'est vraiment votre opportunité de poser des questions au rapporteur. Donc, je vous demande d'utiliser cette fonction des questions et réponses. Il y aura un modérateur de questions. Maintenant, avant de passer à la première présentation, on va voir une vidéo de Hinowa.
Merci à Inoua. C'est un approfondissement sur leurs produits fantastiques. Alors maintenant, sans retarder, je donne la parole à Mike Ashton. Mike, à toi la parole. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, on le voit. Eh bien, merci et merci d'être ici avec moi. Je m'appelle Mike Ashton et je travaille pour la sécurité internationale et je suis consultant technique en Australie pour l'IPAF Australie. Le rapport mondial sur la sécurité 2022 contenait des informations montrant une tendance à la hausse du nombre d'incidents impliquant des défaillances mécaniques et techniques dans la période de rapport des 3 ans, 2019-2021. Dans cette partie du webinaire, nous examinerons les données que nous recevons du portail des accidents et discuterons des raisons possibles des défaillances mécaniques et techniques survenant sur les PEMP. Nous discuterons également des mesures préventives visant à réduire la probabilité de défaillance. Ce rapport, à partir de décembre 2021, il y aura 2 rapports de 10 périodes pour les défaillances techniques et mécaniques. Il y a eu plusieurs personnes engagées. Les secteurs, la construction qui a représenté 85% avec l'activité de notre culture. Le Royaume-Uni est le pays qui a signalé le plus grand nombre de défaillances mécaniques et techniques. 75% de tous les rapports proviennent de ce pays. Les États-Unis et les Émirats arabes unis arrivent respectivement en 2e et 3e position. Le signalement des accidents est obligatoire au Royaume-Uni et dans les EAU. Il y a 2 pics de défaillances mécaniques et techniques au cours de cette période, la première 2015-2016 et le deuxième 2019-2021. Cette diapositive nous donne des informations sur la période 2019-2021. Donc, c'est un rapport de 3 ans. Le nombre d'accidents mortels sur cette période est en forte augmentation, 23 accidents mortels, à savoir 91,7%. Et la construction compte près de 60% des rapports, suivis par la location et l'arboriculture. 60% des incidents se sont produits au Royaume-Uni, suivis des États-Unis et des Émirats. Le type des PME le plus courant pour les incidents survenus au cours de cette période de déclaration est la plateforme mobile 3B, suivie par les sites mobiles et la flèche statique 1B. Donc, 57,7% des incidents se sont produits dans le secteur de la construction, 18,8% dans les secteurs de location, presque 9% des incidents sur le produit de l'arboriculture et 7,4% dans la gestion des installations. Cette diapositive vous donne des informations sur une période de rapport d'1 an, 2021. Et les informations les plus marquantes est que le nombre de décès a diminué un peu plus de 30% par rapport à l'année précédente. Voilà la diapositive la plus récente, représente l'information de janvier jusqu'au 31 octobre 2022. Donc, nous avons reçu 49 rapports de 10 pays et 11 pays, 64 personnes impliquées et 2 décès. Les décès, donc, ont diminué de 17,8% par rapport à l'année dernière. Les causes possibles des défaillances mécaniques et techniques. Eh bien, il faut prévenir ou minimiser la probabilité des défaillances mécaniques et techniques. Et comment peut-on le faire? Par exemple, on va se concentrer sur comment et pourquoi les défaillances arrivent. Et donc, je vais couvrir ces thèmes. Le non-respect des contrôles avant utilisation, le non-respect des programmes d'inspection et maintenance des fabricants par les propriétaires d'équipements. Troisième, le manque de vigilance infractions liées au comportement. 4, impact ou collision avec d'autres installations ou objets. 5, défaillance imprévisible. Et finalement, l'utilisation d'une PEMP en dehors de ses capacités. Donc, le premier, le contrôle, le manque de contrôle avant l'utilisation. Les contrôles avant l'utilisation doivent être effectués avant l'utilisation. Et l'objectif, c'est d'identifier les défauts des systèmes d'exploitation, les dommages à l'équipement et tout ce qui pourrait mal tourner. Les contrôles avant l'utilisation doivent être consignés dans les carnets de bord de l'opérateur. Si un défaut est identifié lors d'une inspection avant utilisation, la PEMP ne doit pas être utilisée, le défaut doit être signalé.
Deuxièmement, l'application des PAL, des LIPAF, est votre nouveau portefeuille numérique pour stocker et partager vos licences et qualifications d'accès motorisées. Vous pouvez facilement enregistrer votre expérience d'utilisation grâce au carnet de bord numérique et vous devez suivre les informations. Disposez ces derniers conseils de sécurité et des meilleures pratiques en matière d'accès motorisé dans votre poche et accéder au guide de sécurité de l'opérateur ou au guide de sécurité des suites en fonction de vos licences. L'application sera éventuellement capable d'enregistrer les contrôles avant l'utilisation. Alors, troisièmement, c'est le non-respect des programmes d'inspection et d'entretien. Troisième cause, et les fabricants, peu à peu, les fabricants d'équipements d'origine et les équipementiers doivent spécifier des périodes d'inspection et des programmes d'entretien périodiques pour garantir l'utilisation sur la fiabilité de l'équipement et ces instructions doivent être suivies et vous devez en avoir la preuve. Le remplacement des pièces est essentiel. Il doit être effectué par une personne compétente et les pièces remplacées doivent être appropriées. Si, par exemple, des exemples d'inspection peuvent être des inspections trimestrielles, semestrielles et annuelles par une personne compétente, ainsi que des entretiens programmés lorsque la machine a atteint un certain âge ou enregistré un certain nombre d'heures. Quatrième, la complaisance ou les violations basées sur le comportement. Donc, la complaisance n'est pas de la paresse. Il s'agit d'un excès de confiance, d'autosatisfaction ou de suffisance qui découle du succès et qui ne nous rend conscients des dangers ou des menaces potentielles. Cinquième, puis-je utiliser l'impact ou la collision avec d'autres plans, d'autres installations et d'autres objets. Et donc, l'inspection peut diminuer la probabilité de ces défaillances. Vous devez toujours isoler si un véhicule a été endommagé. Sixième, les défaillances imprévisibles, donc au-delà de nos possibilités. Donc, nous le savons que si nous faisons tout notre possible en effectuant des inspections et des vérifications, nous pouvons minimiser la probabilité que les défaillances mécaniques et techniques se produisent. Mais si un problème survient, vous devez toujours l'isoler, le marquer et le signaler. Et les défaillances structurelles sont peuvent donner lieu à un problème. Tous les PMP ont un système de sécurité pour protéger les opérateurs et réduire le minimum la probabilité de panne. Les opérateurs doivent, si l'occupant du PMP place une charge plus importante sur la plateforme et tente à la soulever, il place une charge supérieure à la charge nominale sur la plateforme, la structure risque d'être soumise. Je vous remercie de votre attention. Merci de cet approfondissement sur les possibles causes des défaillances. Bonne nouvelle de savoir que les décès se sont réduits. Maintenant, je vais donner la parole à Jim Waldron. Donc, Jim Waldron, à toi la parole. Bonjour et bon après-midi et bonne soirée. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Oui. Oui, oui, on le voit. Alors, je m'appelle Jim Waldron et je suis directeur de la sécurité des produits de Skyjack, fabricant de PMP, et nous avons une distribution mondiale. Je suis aussi également le président du comité technique des fabricants de l'IPAF et je vais essayer de représenter les fabricants au sens large. Alors, je suis membre d'un groupe de travail pour faire évoluer les standards reliés à l'industrie du secteur à niveau national, européen et du Royaume-Uni, des États-Unis. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui quelques thèmes rapides. Donc, comment est régie une PMP? Quels sont les niveaux de défense pour les questions mécaniques et techniques, ce que les équipementiers ont créé? Que font les fabricants pour résoudre les problèmes techniques et mécaniques?
Et, je dois vous dire, mais de toute façon, que je vais résumer en vous disant que rien ne remplace une utilisation et un entretien adéquat. Alors, comme on l'a dit, je suis membre de plusieurs groupes de travail et safer than it was before the use of machines. And there's been a natural evolution away from more simpler technologies to get people to work at height where there are hazards, such as using ladders and static. Alors, nous concevons de machines conformes aux normes requises. Et donc, il s'agit notamment des normes EN. Et les machines sont conçues pour un usage particulier. Et les normes selon lesquelles les machines et la documentation sont conçues comprennent les exigences en matière de conception, de calcul, de construction, de sécurité, de marquage, des tests. Donc, on essaye, quand on conçoit les machines, de répondre à ces règles et lois. Et donc, on a beaucoup de systèmes de protection, de sécurité, mais aussi ces normes l'interprète s'excuse, mais les sons n'est pas assez bon pour permettre une bonne traduction. Donc, ces informations accompagnent les niveaux pour les obligations légales pour les produits. Et il faut être sûr et certain que les produits mis sur le marché est passé, a été soumis au même niveau d'analyse. Quand on parlait de la responsabilité qui est transférée, il y a d'autres standards, des règles qui doivent être respectées et qui, pour faire face à des problèmes potentiels du point de vue technique et mécanique. Alors, quels sont les niveaux de défense? Et clairement, il faut suivre des règles, des normes. La conception doit arriver d'être faite d'après des lois et des règles. Et quand on acquiert une EMP, il faut partir du moins point de départ, tous en ce qui est des règles, des normes. Et après, il y a un usage correct. Il faut commencer à connaître les matériaux qui sont utilisés et donc suivre les manuels opérationnels, les guides, les systèmes d'assistance, les livres pour l'assistance, de façon à aider plus que possible l'utilisation et surtout l'entretien, le maintien. Les plateformes doivent être utilisées d'après les règles, suivant les règles, les normes et sur la base de l'utilisation qu'il faut faire. Et donc, l'usage correct des PEMP doivent être fondamental. Après, il y a aussi l'inspection pré-utilisation qui clairement dépend d'une liste qui est prévue par les manuels, les guides opérationnels. On ne peut pas utiliser chaque machine sur chaque terrain. Il faut toujours évaluer le contexte dans lequel l'on travaille. Et donc, l'inspection préventive, pré-utilisation représente un point fondamental. Et après, il y a aussi le maintien préventif. L'entretien préventif qui est prévu dans les manuels d'utilisation et les manuels d'entretien pour éviter qu'il y ait n'importe quel problème mécanique. Ou bien, quand il n'y a pas de il faut respecter le maintien et l'entretien aussi pour ce qui est les lubrifiants et l'huile. Et surtout des inspections soignées, détaillées pour ce qui est du maintien et le repère éventuel. Donc, quand il faut appeler, quand il faut parler de formation, l'assistance, le soutien, avec du personnel qualifié et quand on peut, avec ce personnel, utiliser
parfois, le soutien est donné par le manufactureur, le producteur. Donc, du point de vue du producteur, nous faisons face à n'importe quel niveau de défense. Nous nous protégeons par rapport à n'importe quel niveau de défense. Mais quelles sont les autres choses qu'on fait pour régler, résoudre d'autres problèmes techniques et défaillances techniques ou mécaniques? Parce que clairement, on est conscient de ce qui peut arriver et il faut créer donc et respecter les règles, les lois de la conception, même à niveau de conception. La conception doit respecter les lois et les niveaux. Donc, il faut considérer les différents risques par rapport à la sécurité ou les autres risques qui pourraient apparaître avec l'utilisation de ces plateformes PEMP. Et donc, ce n'est pas seulement une question de conception par le producteur, l'équipementier, mais il faut avoir l'intervention d'experts et des personnes qualifiées afin de répondre aux nécessités au fur et à mesure qu'il faut les attaquer. Outre la fourniture des données, des informations nécessaires, il faut aussi comprendre quelles sont les normes, les lois qui s'adaptent au mieux au type de machine qu'on est en train d'utiliser. Clairement, il peut toujours y avoir des problèmes à niveau local ou à niveau régional qui peuvent donc, il faut observer les performances de service et analyser les garanties, les tendances de service, d'entretien et la performance tout entière qui est fournie lors du service même. Bien évidemment, l'on respecte et l'on donne de l'assistance et de l'aide aux clients. Donc, comment peut-on aider chaque client dans la phase d'achat et après dans l'après-vente et avec les manuels qui sont nécessaires, qui doivent être fournis, même pour le respect des normes de sécurité, afin de garantir une performance de qualité des machines qui respectent les normes. Et il faut aussi donner des autres informations, le cas où, si nécessaire, pour faire en sorte que les clients, le moment où ils achètent ces peu à peu, aient un accès direct, total à toutes les fonctions, mais aussi aux risques possibles qu'ils pourrait y avoir, qui pourrait apparaître. Quand il y a l'opportunité de revoir une conception, des changements dans la conception, dans le projet, et tout ceci, si ceci est demandé par le client, parce que, par exemple, on peut arriver à revoir ceci par la suite. S'il y a une demande de changement potentiel, on peut revoir la conception. Et donc, la programmation est fondamentale pour simplifier les activités d'entretien aussi. Et la mise à jour des standards des secteurs aussi est une autre activité qui est menée à niveau de producteurs, d'équipementiers, pour faire en sorte que le statut soit le plus mis à jour possible, non seulement aux normes, mais aussi aux demandes du marché, pour s'adapter à ces normes du marché aussi. Donc, quelles sont les formes meilleures des protections pour des défaillances techniques et mécaniques? Quel est le rôle des équipementiers et prévention des défaillances mécaniques et techniques? Alors, on a vu tout d'abord l'utilisation, pendant l'utilisation, la familiarisation, donc le fait d'acquérir, se familiariser en cours d'utilisation, se familiariser avec le fonctionnement, les machines, mais aussi connaître le fonctionnement, les limites de la machine sur le type de terrain, le contexte dans lequel on utilise, pour familiariser
standardisé, l'on veut dire ceci, connaissance approfondie des contrôles et des machines menées avec une grande précision, tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'il faut savoir pour le fonctionnement optimum de la machine. Et donc, parce que ceci peut avoir la conséquence des défaillances mécaniques et techniques. Et je l'ai déjà dit au début, lors du service, il faut bien respecter les instructions du fabricant. Il faut signaler que ce qui ne satisfait pas en termes de standard de la machine doit être signalé. Donc, il faut envoyer des rapports si l'on n'est pas satisfait à 100% outre ces contrôles qui doivent être menés et la gestion du chantier. Et, donc, précisément, identifier plutôt et enlever des troubles qui peuvent déranger le fonctionnement de la machine. Bien évidemment, au chantier, on est vraiment au moment critique. C'est là où que la gestion de la machine a vraiment sa fonction joue vraiment sa fonction principale pour ce qui est de la perspective de la machine en service. Donc, pendant l'utilisation, eh bien, clairement, il faut respecter les instructions données par le fabricant qui représente une chose fondamentale. C'est la façon la meilleure pour faire en sorte que l'on suit chaque étape de façon soignée. Et clairement, les fabricants peuvent garantir que les informations données reflètent les instructions. Et puis, ceci peut amener aussi à résoudre des problèmes éventuels, les cas échéants, mais aussi éviter des retards dans la solution des problèmes. Il faut, pendant le service, il faut avoir aussi la traçabilité des travaux effectués et les compétences. Il faut être compétent pour ce qui est de l'entretien des peu à peu. Il est fondamental de comprendre la machine, de la connaître, la machine, quand elle est en service, quand elle est en fonction. Et je parlais de la traçabilité parce que clairement, si une activité peut être tracée, et il y a eu des problèmes, il est possible de remonter à la cause de ces problèmes de défaillance et tant lors de l'assistance que de l'entretien des services. Et donc un slogan, un motto que j'aime, c'est que rien ne remplace une utilisation, un entretien correct. Parce que si la machine est utilisée correctement et l'entretien est fait de façon correcte, les problèmes sont évités plus que possible. Mais au-delà de ceci, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'alternative à ceci. Je vous remercie de l'attention de ma part. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, merci beaucoup. Nous passons maintenant la parole à Rob. Mais avant de ceci, je vais vous rappeler qu'il est possible de poser des questions à notre panel, à nos rapporteurs, au panel. Rob, à toi la parole. Merci. Merci, Brian. Et me voilà. Alors, moi, je suis le manager de Safety Compliance pour le Moyen-Orient de Manlift. Je veux vous parler comment on peut diminuer et régler les défaillances et les pannes. Ici, je vous montre quelques informations. Voilà les camemberts. Nous avons 1 millier de peu EMP loués environ. Les défaillances mécaniques et techniques que nous voyons ici ont un haut pourcentage, 20% environ. Ce sont dus à l'utilisation non correcte et aux dommages qui peuvent causer des malutilisations, peuvent donner des défaillances mécaniques et techniques. Seulement 2% pour d'autres raisons, comme de remontées, comme des dommages aux composants hydrauliques ou
ou le fait de ne pas avoir, par exemple, quelques dispositifs, des défaillants, des dysfonctionnements des composants, la modification non autorisée aux pièces parties de PEMP. Pour bien comprendre l'origine des défaillances, qu'est-ce que c'est un PEMP? C'est un dispositif mécanique qui fournit une méthode sûre et efficace de travail en hauteur et en des systèmes de construction, des fonctionnements hydrauliques et mécaniques. Et et donc, ici, vous voyez quelques exemples des défaillances techniques et mécaniques, mais quelques problèmes. Donc, voilà, la première image, c'est un main inversé. Inversé sans commande de l'opérateur en raison d'une défaillance de la valve de maintien hydraulique. Deuxième image, vous la voyez ici, quand il y a la plateforme avec des boulons de la couronne qui ont été mal posés, eh bien, ceci vient déconnecter du châssis. Défaillance structurelle induite par des poids du système de relevement. Et l'image 4A, B, C, c'est l'axe de la pouille qui n'a pas été correctement serré. Et donc cette coupille de sécurité qui entraîne une défaillance multiple dans le bras mécanique. Il faut se rappeler qu'il est vraiment très important de savoir que beaucoup des défaillances mécaniques et techniques peuvent être causées par des causes très étranges, méconnues. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, il y a d'autres exemples ici. Par exemple, l'image numéro 5, nous voyons vraiment le bras inversé de manière inattendue à cause d'une rupture de la tige du vérin et donc qui s'est séparé, s'est détaché parce que le graisseur n'arrivait pas à recevoir assez de graisse et donc à graisser suffisamment la tige du cylindre. Et dans le manuel d'entretien, dans les guides d'entretien, les points de lubrification n'avaient pas été montrés correctement. Et donc, ce n'était pas facile de trouver ces points de lubrifiant. Image 6, les soudures qui sont fissurées dans la structure de la plateforme. Et on peut les identifier en faisant des inspections avant utilisation. La prochaine, s'il vous plaît. Voilà ici. Ici, je veux me concentrer sur une composante des PEMP. Pour être un opérateur de PEMP, il faut avoir un haut niveau des compétences, un haut niveau de compétences et d'information. Parce que un opérateur de PEMP qui doit être conscient de quelles que peuvent être les défaillances, des pannes, doivent éviter les malfonctionnements et doivent éviter la surutilisation des PEMP. Voilà un cas dans lequel l'opérateur travaillait en hauteur, mais l'opérateur n'est pas seulement responsable de la façon dont il utilise les PEMP, mais aussi pour le contrôle avant utilisation. Donc, je vous en prie, il faut absolument informer les opérateurs par la formation structurée et certifiée en impliquant des formateurs qualifiés. Je vais aussi parler des composantes mécaniques des techniciens de PEMP et chose fondamentale. Donc, quelle est la tâche du technicien de PEMP? Eh bien, les techniciens doivent avoir les compétences requises, sinon ils peuvent involontairement effectuer des actes dangereux. Ils doivent avoir des compétences de diagnostic aussi et suivre les instructions. Ils sont responsables de rendre les PEMP sûrs et aussi belles à voir quand elles arrivent chez les clients. Donc, l'inspection, le maintien, l'entretien les techniciens doivent aussi contrôler que les composantes fondamentales sont bien entretenues et sont là. Et une personne compétente qui est nommée par le directeur des travaux est une personne qui doit mener des tâches spécifiques par un haut niveau de formation et expérience.
Alors, je crois qu'on a perdu Rob. Il s'est congelé et après on l'a perdu. Je crois que sa connexion a des problèmes. Et il était en train de bouger, donc à l'hôtel, sa connexion n'est pas si stable. On va faire de notre mieux pour le avoir avec nous. Et maintenant, on va regarder ceci de la perspective des utilisateurs. On va passer du point de vue de l'usager. Donc, Carole, à toi la parole, Caroline. Merci, merci. Si je peux avoir l'écran, ma présentation à l'écran. Donc, voilà, je vais tester. Je fais un petit test. Alors, je travaille pour FK. Je suis responsable des coûts QSHE pour FK dans ce secteur des constructions des enveloppes. En 2022, nous avons entamé une identification de nouveaux problèmes, nouveaux soucis dans l'utilisation des PEMP et dans nos projets de conception qui n'étaient pas apparus dans les années précédentes. Donc, dans la perspective, c'est la perspective la pire des loueurs. Et donc, nous avons identifié des problèmes sur le marché au Royaume-Uni. Par conséquent, nous avons décidé de ne plus déplacer les PEMP d'un projet à l'autre comme on le faisait dans le passé. Deuxième chose que nous avons remarqué, c'est qu'il y a eu toute une série de problèmes récurrents. Et donc, on a décidé que l'on se concentrait sur ces défaillances pannes récurrentes pour ne pas les avoir. C'était défaillances récurrentes. Donc, la prochaine, s'il vous plaît, pour la première fois, il y a eu des défaillances au RIDDOR. Donc, il y a des règles, des lois pour la prévention des accidents. Et je dois dire que c'était la première fois dans ma carrière dans laquelle j'ai dû signaler ce problème sur une machine. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Alors, nous avions une plateforme à ciseaux et donc c'était cette machine, en regardant l'histoire de cette machine, elle avait 7 ans, cette machine, et l'élévateur était en train d'élargir le bras pour faire travailler sur des toits. Il a entendu un bruit étrange sur cette. Nous n'avons pas pu contrôler le mouvement dans l'extension. On a vu que l'un des deux bras avait eu une panne et donc ceci a créé le fait de signaler un accident RIDDOR. Du point de vue de loueur, nous a amené à considérer d'autres aspects. Le premier, c'était que nous avons demandé de signaler par l'entreprise de location. On a leur demandé de signaler. C'est la première, mais cette compagnie ne nous a pas encore donné la raison des pannes de défaillance. Peut-être c'était une raison de stress, une fatigue, sollicitation excessive de la machine, mais on est encore en train d'attendre les informations. C'était en mois de juillet qu'on a eu cet accident, donc ce sont 6 mois presque qui se sont écoulés. On a été informé du fait que ceci c'était le deuxième accident avec la même machine et avec le même modèle. Donc, on a introduit une nouvelle loi par laquelle l'on prévoit il faut contrôler la conformité de l'équipement au type de travail que cet équipement doit faire. Ceci nous a amené à faire en sorte à éliminer de notre liste de contrôle des modèles qui peuvent être loués. C'est ce modèle jusqu'au moment où il y aura d'autres informations. Donc, nous avons retiré vraiment ce modèle de notre liste cette liste qui prévoit l'aptitude de cet équipement au travail. On a été informé aussi d'un autre accident avec le PEMP. Ce n'était pas l'une de nos entreprises, mais une entreprise avec laquelle nous avons une collaboration. Et la situation
nous a amené à faire un rappel, à retirer cette marque, ce modèle précis, jusqu'à nouvel ordre, pour ainsi dire. La prochaine, s'il vous plaît. Et donc, je voulais donc voilà les questions que l'on a envoyées à nos équipes au chantier pour comprendre quels peuvent être les problèmes les plus répandus. Et donc, parce que l'on ne peut pas toujours se baser sur les faits. Donc, voilà quelques questions. Par exemple, les contrôles avant utilisation, sont-ils effectués, enregistrés ou s'agit-il simplement d'un exercice à cocher? Et d'après moi, il est fort intéressant le fait que les PMP sont apportés, ne sont pas utilisés pour pendant des défaillances. Et donc, il est important de garder les signalements, les utiliser et les suivre. Peut-être il y a une utilisation qui n'est pas correcte des PMP. Donc, une autre question, les PMP sont-elles mal utilisées? La réponse, non, c'est pas non. Mais les contrôles nous font penser différemment, que peut-être elles sont mal utilisées. Et les opérateurs savent-ils si l'inspection légale est à jour? Et donc, si ces inspections sont mises à jour, s'il y a peut-être des inspections périodiques régulières qui sont menées par l'entreprise de location, et la réponse a été toujours oui à cette question. Donc, ce sont nos règles et d'entreprise, et donc sûrement il faut le faire. Une autre chose, les opérateurs sont obligés parfois à violer, à ne pas répondre aux règles. Parfois, des passages sont sautés pour arriver à finir le travail à temps, et donc ils ne suivent pas les règles toujours, et donc si les opérateurs sont sont obligés d'enfreindre des règles, des procédures à accomplir le travail. Donc, voilà quelques questions. Donc, actuellement, nous ne calculons pas le temps perdu, même si nous avons à l'esprit, à partir de l'année prochaine, d'introduire cette perte de temps en tant que KPI. Il y a quelqu'un qui a décidé d'adopter d'ores et déjà ce facteur en tant que KPI parce que il faut essayer d'établir sur la base de l'installation, de la date, des temps, durée de panne, temps en panne, comprendre quels sont les problèmes signalés, si ceci dépend de l'entretien, si la panne était due à d'autres problèmes, et essayer d'avoir d'impliquer aussi les ingénieurs, les techniciens de l'entretien pour approfondir la question. Donc, à partir de l'année prochaine, on va en parler dans le détail. Pour avoir vraiment ce facteur qui va devenir un KPI en ce qui concerne la réalité. En effet, les choses positives, ce sont que les opérateurs IPAF sont formés, entraînés, et donc ils mènent des inspections réglementaires qui sont faites par les entreprises de location, les sociétés de location. En général, ce sont des inspections positives qui sont menées de façon correcte, et il y a aussi des nouvelles peu à peu qui vont arriver sur le marché de la location. Et parce qu'on parle de la réalité maintenant et leur capacité, des nouveaux modèles surtout, avec de nouvelles capacités. Il faudra comprendre comment gérer ces nouvelles machines, ces nouveaux modèles. Parce que clairement, il est toujours important d'avoir des nouveaux modèles à l'avant-garde. Nous pouvons aussi offrir des avantages, des améliorations. Par exemple, les défaillances et les pannes doivent être enregistrées de façon soignée, détaillée. Il faut mieux comprendre le maintien, et la maintenance et l'entretien lorsqu'elle doit être effectuée par les opérateurs.
Et il faut comprendre quels sont les possibles points de faiblesse et non pas dans des domaines que l'on a analysés dans le passé, mais il faut aussi, par exemple, le secteur de la location doit être considéré avec plus d'approfondissement, plus de détails. Et les nouveaux kits sur le marché doivent être, donc pour ceci aussi, il y a des marges d'amélioration, mais c'est un fait qu'il y ait une pénurie d'ingénieurs et des techniciens. Ce problème doit être réglé. Je vous remercie de votre attention. Merci, Caroline. Et alors, très intéressant ce soutien du point de vue technique. Donc, excellente nouvelle. Rob est encore avec moi. Est-ce que tu veux finir tes diapositives? Comme ça, on peut arriver à la partie finale de notre webinaire. Oui, merci, merci. La prochaine, s'il te plaît. La voilà. Donc, l'un des aspects dont on a discuté, l'un des aspects opérationnels du point de vue des opérateurs, mais des techniciens d'entretien, des niveaux d'information. Mais de quoi nous avons besoin, nous, du point de vue du producteur, de gauche à droite? Je vais les lire. Donc, de manuels d'utilisation, entretien, pièces détachées, dans la langue du pays de la PMP, qui est très important. Nous avons besoin des adhésifs dans la bonne langue, bien évidemment. Et nous avons besoin d'une standardisation des commandes un peu chez les fabricants, y compris les systèmes d'abaissement d'urgence. Disponibilité des formations techniques dans les pays permettant plusieurs sessions par an pour les clients fabricants. D'après moi, il n'y a pas assez de formation et aucun coût supplémentaire pour la formation technique. Et je ne dis pas que ces choses n'arrivent pas, mais on en a besoin davantage, de plus. Et toujours les standards reconnus ou plus que ça. Et donc, par exemple, les normes reconnues par la qualité, sécurité et durabilité. Nous avons besoin de la capacité d'information technique en ligne, formation sur les parties des échanges, le renforcement hydraulique des pompes, de tout ce qui est des tuyaux et prolonger la garantie, solution de réponse rapide aux défis techniques et de la sécurité. Là aussi, cela veut dire d'être en collaboration avec, par exemple, d'autres sujets dans ce parcours, donc des partenariats. Voilà la dernière diapositive. Mettre ensemble quelques solutions du point de vue de la location pour réduire, limiter les défaillances techniques et mécaniques. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on organise la location? Nous avons un programme de flotte dont nous avons une équipe commerciale et nous travaillons pour former les clients, donner de l'information aux clients aussi, donc une équipe commerciale pour les clients. Nous avons un programme d'amélioration et nous avons aussi des journées ouvertes, portes ouvertes pour des journées de formation à l'interne et à l'externe et des améliorations aussi. Il a disparu encore une fois. On l'a perdu encore une fois. Alors, je crois que la technologie, vraiment, ne nous a pas aidés avec Rob aujourd'hui. Alors, vous avez vraiment collecté une énorme quantité de données aujourd'hui. Il y a des points très intéressants. Nous vous remercions vous tous et toutes. Nous avons une petite vidéo de notre sponsor, Gem1.
OK, très bien. Merci. Merci, Gem One, et de la vidéo. Eh bien, maintenant, on va passer à la table ronde. Nous avons encore enfin avec nous Rob, mais je regrette, nous n'avons pas assez de temps pour finir ton exposition, ta présentation. Récemment, donc, je veux parler avec Jim. Et donc, est-ce que tu peux confirmer quels sont les standards qui ont été mis à jour sur le long terme? Quels sont les aspects les plus importants? Oui, bien évidemment, Brian. Je peux. En tant qu'IPAF, nous avons collecté beaucoup de données sur ce thème et surtout pour les boutons d'urgence. Nous avons créé une équipe de différents membres en impliquant les producteurs, les fabricants aussi, pour parler de ce thème. Et nous avons organisé un comité de sécurité. Nous sommes réunis à plusieurs reprises pour parler du thème de la sécurité. Et nous avons bien évidemment, comme tu le disais, émis cette déclaration sur la sécurité pour souligner l'importance de la sensibilisation par rapport à la sécurité. Et les présentations des rapporteurs d'aujourd'hui ont augmenté, nous ont aidé à sensibiliser, augmenter la sensibilisation sur ces thèmes. Cette déclaration, bien évidemment, que nous avons présentée a des retombées et les aura à plusieurs reprises. Et donc, des réponses qui ont été intéressantes et qui sont en train de nous aider à comprendre quelles sont les nécessités de notre communauté, de notre secteur, dans l'objectif, plutôt dans le détail de l'étude de notre analyse. Nous pensons que le point de vue du producteur est extrêmement important de ce point de vue. Et donc, toute nouvelle suggestion est tout à fait bien accueillie, très bien acceptée. Merci, Jim. Et je sais qu'il y a une énorme quantité de travail pour collecter les informations sur ces thèmes. Et j'ai encore quelques questions. Je crois que la première de TJ Lyons, c'est qui demande, c'est pour toi, Caroline, d'après ce que tu avais expliqué, comment garantissez-vous que le chantier utilise les PEMP correctes et non pas celle qui est la plus économique, qui est moins coûteuse? Alors, il faut être honnête, je crois, et dire la vérité, et dire les choses comme elles le sont. Quand nous analysons un projet, nous considérons des aspects, par exemple le mât, le bras, la hauteur qu'il faut atteindre. Théoriquement, ce sont des choses que l'on devrait avoir la machine adéquate, mais pour la tâche qu'il faut accomplir, donc pour cette image spécifique, et c'était parce que la machine avait été empruntée et c'est quelque chose qui arrive parfois. Alors, nous avons calculé que nous essayons d'isoler ces faits, mais parfois, il y a ceux qui empruntent la machine. Je peux ajouter, merci, qu'il y a aussi un formulaire d'évaluation du chantier pour choisir le meilleur modèle de PEMPE. Et donc, il est important choisir la PEMP plus juste. Donc, Christian Murari, une question. Souvent, je me trouve des modules de contrôle des PEMP qui sont strictement une liste à cocher. Donc, des cases à cocher et cocher, oui.
Et donc, je crois que tu as tout à fait raison, c'est correct. C'est une juste observation, juste remarque. Dans l'application IPAF, nous avons des modules de pré-inspection sur les systèmes d'après le modèle de machine que nous utilisons. Et pour faire en sorte d'avoir une confirmation que la PEMP a été pré-contrôlée, pré-inspectionnée. Rob, j'ai une question. Et tu as montré des fissures, des soudures fissurées sur l'image de PEMP. Et quel est ton point de vue sur la réparation de ces fissures? Et alors, bien évidemment, ma réponse brève est que nous l'avons perdu encore une fois. Je regrette, mais on l'a perdu encore une fois. Alors, je crois que je vais, par rapport à ce qu'il vient de dire, les compétences des individus et qui doivent faire, par exemple, la réparation, réparer la soudure, ici est la chose la plus importante. Donc, n'importe quelle incertitude dans les composantes, il faut lire le manuel d'information, d'entretien, donné par le fabricant, bien évidemment. Et dans ce cas, ce ne sont pas des tâches normalisées. Il faut impliquer, engager des soudeurs experts et je suis tout à fait d'accord. Il y a des situations soulevées par Mike. Et je crois que toi aussi, tu l'as dit dans ta présentation, par rapport aux défaillances mécaniques et techniques. Et donc, quand les conditions requises sont respectées par les techniciens, excellente question. Les règles changent, bien évidemment, les standards changent, bien évidemment. Il y a une révision tous les 5 ans environ de ces standards. Et donc, ils sont toujours revus, évalués et après revus. La réalité étant qu'il y a des comités qui mènent de l'avant ces activités d'audit et de révision, mais les changements ne sont pas si nombreux que ça. Et bien évidemment, il y a un peu de bureaucratie sur tout ceci, donc surtout dans les années passées. On s'est trouvé un peu bloqué dans le développement de ce nouveau standard. Il y a aussi des ambiguïtés dans les standards. Et donc, les standards sont un excellent point de départ, mais bien évidemment, le travail le plus important des comités est celui d'analyser ces standards, mais aussi d'évaluer les développements et les révisions. Il faut garder aussi parce qu'il ne doit pas avoir trop de contraintes, ces standards doivent être aussi souples et la régularisation, la standardisation est vraiment fort importante. Et ce que nous ne voulons pas faire, c'est de nous bloquer dans ce limbo de sélection de ce qu'il est mieux ou non. Nous ne voulons pas, l'interprète excusez-moi, le son est vraiment très mauvais. Nous ne voulons pas, dans ce moment de changement rapide, nous ne voulons pas une standardisation qui soit déconnectée de la situation, éloignée de la situation réelle. Et il faut inclure et former aussi de nouveaux experts du secteur pour faire progresser une standardisation de ce secteur, mais être au même temps innovateur. Encore une fois, la standardisation est excellente
Il y a de nouveaux standards, de plus en plus de nouveaux standards avec révision et mise à jour, mais le processus n'est pas tout à fait simple, mais doit avoir lieu. Alors, nous avons presque fini notre temps. Nous avons d'autres questions, mais ce que nous essayons de faire, c'est de répondre à niveau personnel dans un deuxième moment, parce que le temps est terminé. Alors, pour l'instant, je veux vous remercier. Je veux remercier vous toutes et tous. Ce webinaire a été très intéressant, a créé beaucoup de provocations aussi et nous a donné des suggestions stimulantes, intéressantes pour la prévenir. Nous remercions Innowa et Gem One et nos sponsors et nous remercions aussi nos rapporteurs Jim, Mike, Rob et Caroline. Merci, merci. Les défis sont énormes, mais finalement, merci à vous toutes et tous pour avoir dépensé 7 heures, passé 7 heures avec nous, et merci infiniment. Il y aura un questionnaire, un petit questionnaire, un sondage final. En 2023, il y aura d'autres webinaires. Vous avez les détails sur notre site web IPAF. Et nous espérons vous rencontrer au sommet IPAF pour l'accès à Berlin du 19 au 20 avril 2023. Je vous rappelle qu'il est possible de s'enregistrer pour les awards et les nominations. La liste est ouverte. Donc, présentez-vous. Les détails, vous pouvez les trouver sur ipaf.org events. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes fêtes de Noël et merci encore une fois.